Du coup, merci à tous de vous être connectés et d'avoir choisi ce webinaire plutôt que d'aller déjeuner en terrasse au soleil. On est très reconnaissants. Du coup, on va être ensemble pour la prochaine heure avec Michael et moi, Flavie, du coup, je travaille chez Maestro, pour notre discussion sur un gros focus sur le métier de product designer. C'est quoi les missions, c'est quoi les responsabilités, et du coup, on a la chance d'en parler avec Michael, qui va présenter son parcours juste après. Je vais commencer moi par vous faire. Alors, je présente mon écran, donc je ne vois plus le chat. S'il y a une question ou qu'on m'entend pas bien, je te laisse, Michael, me faire signe. Yes. Du coup, moi, je voudrais vous faire juste une petite introduction pour vous expliquer un peu où est-ce qu'on est, pourquoi est-ce qu'on organise cet événement. Du coup, aujourd'hui, on est chez Maestro. Maestro, c'est l'école du product management. On a deux formations, une formation en product management et une formation en product design, sachant que la product management est disponible en deux formats. Un format à temps plein intensif de 7 semaines et un second format en temps partiel. Comment est-ce qu'on fonctionne? Nos formations, elles ont une chose en commun, c'est toujours la même pédagogie, c'est la pédagogie d'apprendre par le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 80% de nos formations, c'est de la pratique, c'est des études de cas, c'est des exercices, c'est de la confrontation avec vraiment, enfin, d'appliquer les méthodologies qu'on enseigne à des vraiment cas réels. Et ensuite, on a 20% de théorie, évidemment, parce qu'on est obligé d'en partager. Qui est-ce qui partage cette théorie, justement? C'est des intervenants qui co-designent avec nous toutes les formations. Donc, en fait, on leur demande d'intervenir sur leur domaine d'expertise et ils font une première présentation où ils partagent du coup les méthodologies les plus courantes dans leur métier. Et ensuite, comme je vous disais, il y a la partie pratique où là, ils donnent une étude de cas très concrète que eux, ils ont déjà eu à faire, soit qu'ils sont en train d'avoir dans leur métier, soit à laquelle ils ont déjà été confrontés dans une précédente expérience. Et du coup, ça permet aux étudiants vraiment d'apprendre en se trompant, en recommençant, en réessayant, en présentant leurs résultats à l'expert, en recevant des feedbacks. Donc ça, c'était pour vous dire un petit peu quelle est la pédagogie derrière nos formations. Pour les dates, je vous les ai mises là. Vous pouvez aussi les retrouver sur notre site internet. D'ailleurs, il y a toutes les informations sur le site. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter par email. Je l'ai mis en bas de cette slide. Et je commence aussi. Je vous donne tout de suite nos prochains rendez-vous pour que vous les ayez bien en tête. Donc, par rapport à nos webinaires, on essaie d'en organiser un maximum de 1 à 2 par semaine. C'est toujours des discussions focus sur le produit, où on a des invités comme Michael pour partager leur expérience et donner un peu des tips, des conseils ou débattre. Et du coup, je vais vous envoyer le lien dans le chat, mais la semaine prochaine, on a 2 webinaires. Le premier, c'est comment rester pertinent dans une industrie qui bouge très vite. Et ça, on aura la chance de recevoir Claire Fénard, qui est product designer chez Mocha Financial Technology. Pardon, j'ai bugué. Et ça, ce sera du coup mardi à 18h30. Et du coup, là, vraiment, l'idée, c'est de réfléchir aux méthodes qu'on peut appliquer tous les jours pour continuellement apprendre. Donc, ça peut être des ressources ou simplement un état d'esprit à adopter. Et en deuxième, on aura un webinaire sur les technologies persuasives, donc les mécanismes qui sont mis en place, par exemple, les effets du scrolling, quand on est sur une application, de passer des heures à scroller, d'où est-ce que ça vient, quel est le mécanisme derrière qui est enregistré par notre cerveau. Et du coup, ça, on en parlera avec Alexandre Trégui et ça sera jeudi à 17h. Après, tous nos webinaires sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube qui s'appelle John Maestro. Et bien sûr, pour toute info, vous avez tout sur notre site internet, johnmaestro.co. Petite règle d'or par rapport au webinaire. Donc ici, c'est vraiment un endroit d'échange. Tout le monde vient avec son niveau d'expertise, son niveau de connaissance. On sait qu'on a des profils et une audience qui est vraiment très diverse, donc ça fait la force de nos échanges. Mais du coup, n'hésitez pas à parler dans le chat si vous avez une question ou si vous voulez donner votre avis ou si vous voulez partager une expérience que vous avez déjà eue sur la problématique sur laquelle on est en train de parler. N'hésitez pas. Et aussi, vous avez la petite fenêtre de sondage. Si on vous pose un sondage, je vous recommande de voter pour qu'on ait votre avis. Maintenant, c'est à votre tour de prendre la parole. Je vais vous demander du coup de mettre dans le chat qu'est-ce que vous venez chercher à ce webinaire, qu'est-ce que vous voulez savoir, est-ce que vous êtes déjà product designer, est-ce que vous voulez devenir product designer, est-ce que vous travaillez avec des product designers et du coup vous voulez vous éveiller au métier. Voilà, je vous laisse mettre tout ça dans le chat pour nous dire un petit peu
Qu'est-ce que vous attendez? Nous, ça nous aide à mieux répondre à ce que vous êtes venu chercher, évidemment. Je vous laisse l'écrire. Product Builder, très intéressé par le Product Design. Trop cool, Pénélope. Dev en début de reconversion. OK. Bon, les autres, je vous laisse écrire à votre rythme. Et je vais donner la parole du coup à notre invité Mickaël pour nous parler un petit peu de son parcours. Hello. Du coup, moi, c'est Michael. Et non, Mickaël. Désolé, Flavie. Michael, ouais. Pardon. Non, c'est pas grave. Du coup, j'ai 30 ans. Aujourd'hui, je suis product designer chez Lago. Je vais vous faire un peu mon parcours rapidement. J'ai rejoint en fait en 2012 une école qui s'appelle Ethic, qui est une école du digital à Montreuil, dans une formation en 5 ans. À travers de cette formation, j'ai eu la possibilité du coup de parfaire un peu mon expérience avec des stages et une alternance, ce qui m'a permis en fait d'aller dans différents métiers. Le premier que vous voyez en fait là sur la slide, c'est en 2016, je suis allé chez Hello Design, qui est un design studio à Los Angeles, où c'est vraiment là où j'ai commencé à trouver les premières briques du produit. On est bossé avec des clients tels que Facebook ou Nike. Il y a eu un peu de frustration parce qu'au final, je bossais beaucoup avec des clients, mais pas forcément avec les utilisateurs finaux. Donc, pour mon alternance, j'ai eu la possibilité d'aller directement chez Content Square, qui est une startup je sais pas si on peut appeler toujours ça une startup, vu la dernière levée qu'ils ont faite à 500 millions. Mais c'est une boîte qui fait de l'analytics UX. Et en octobre 2017, j'ai pu intégrer Conto, où là, j'ai passé 3 ans et demi, une belle aventure chez Conto, que j'ai quitté il y a peu de temps, le 24 février, pour me lancer en freelance. Et du coup, après, dans la foulée, j'ai trouvé un nouveau CDI en product design chez Lago. En quelques mots, si je peux vous parler de Lago, je pense que Conto, c'est... Alors, à vous de me dire, mais je pense que vous connaissez plus ou moins Conto, mais je vais vous redire un peu les grandes lignes. Conto, c'est une néobanque pour les professionnels. Conto veut être la solution financière tout en un pour que les entrepreneurs n'aient plus à penser en fait aux finances et que se concentrent vraiment sur leur activité. Aujourd'hui, moi, chez Lago, qui est ma nouvelle expérience, c'est un outil pour les grosses marketeurs qui permet en fait d'avoir accès à la user data afin d'agir et de prendre des actions pour la croissance d'une entreprise. Merci Flavie d'avoir envoyé le lien dans le chat. Si vous voulez, on pourra en rediscuter après. On pourra rentrer un peu plus dans le détail de ce que fait Lago et de mon quotidien chez Lago. Où vous avez aussi mon LinkedIn, Flavie l'enverra aussi dans le chat, où je pourrais en fait répondre à toutes vos questions sur mon expérience actuelle. Trop cool. Alors, j'ai enlevé les slides. Alors, excusez-moi, je me permets juste de prendre directement ton LinkedIn. Hop là, voilà, parfait. Trop bien. Alors du coup, est-ce que on va directement rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous donner une idée un peu de ce que ça représente, de ce que ça signifie d'être product designer et du coup chez Conto et GetLago en fonction de l'expérience avec laquelle tu veux l'illustrer. Ouais. Aujourd'hui, le product design, je vais vous donner vraiment la finalité du product design et après on va revenir sur les étapes d'avant. La finalité du product design, c'est vraiment le métier et donc du coup les personnes qui vont matérialiser sous forme de maquette ou de prototype différentes idées, différentes expériences digitales pour répondre à des problématiques user ou autres. Mais ça, c'est vraiment la finalité. Maintenant, si on prend un peu plus de recul, faut se dire que chaque décision design a un impact sur la user experience, qu'elle soit online ou offline. Elle a un impact sur le business, elle a un impact sur les workflows en interne des équipes. Et donc, du coup, qui dit impact dit aussi d'énormes risques aussi. Et donc, du coup, le product designer doit réfléchir et savoir pourquoi, en fait, il crée, en fait, ces maquettes. Et c'est vraiment là où vient la phase en amont qui est avant de faire les maquettes, le product design, qu'est-ce qu'il fait? C'est une grosse partie de recherche, une grosse partie de scoping, essayer de comprendre quels sont les problèmes qu'on veut résoudre, pourquoi c'est un problème et comment en fait on sait qu'on pourra résoudre les problèmes.
croiser des hypothèses avec de la data, faire des user tests, faire des workshops, comprendre les enjeux de l'entreprise, les coûts aussi de l'entreprise. Et en gros, le travail d'un product designer, en tout cas chez Conto et aujourd'hui, ce que je veux aussi amener chez Lago, c'est de construire du savoir pour minimiser les risques afin de créer une expérience optimale pour les utilisateurs et qui répondent à des besoins. Je ne sais pas si c'est clair. N'hésitez pas à me poser des questions dans le chat aussi si vous voulez que je développe. Ah ben, Et on la a direct différence une avec, question. ouais. Ouais. Et Vas-y. la différence avec le métier du UX designer, ça se recoupe pas mal dans le sens où aujourd'hui dans le product design, tu vas avoir différents métiers qui vont se rejoindre. Tu pourras avoir de la UI comme tu peux avoir de la UX, comme tu peux avoir du côté un peu plus micro-interaction. Donc c'est le product design, c'est un mix de différents domaines. Maintenant, un product designer peut être totalement différent d'un autre, à savoir que chacun a ses appétences et des compétences un peu plus poussées sur différents domaines. Ok. Moi, j'ai une petite question. Tu dis, du coup, c'est un peu l'état d'esprit que tu veux amener chez Lago, ce que tu disais. Et c'est comment aujourd'hui l'équipe design chez Lago et comment est l'état d'esprit et la place qu'occupe cette équipe? Ouais, j'ai une certaine chance, c'est que j'ai rejoint Lago en early stage, donc ça veut dire qu'on est une équipe de 7 Ouais. et ils ont eu ce focus design dès le début parce que à savoir que Lago, les fondateurs de Lago ont fait Conto aussi, Conto dans les premiers jours, et on s'est rendu compte qu'en fait la UX et le design étaient très importants dans la croissance de Conto, et c'est quelque chose qu'on veut mettre en place aussi chez Lago. D'où le fait que ils aient recruté un designer aussitôt. Donc aujourd'hui dans l'équipe design, je suis tout seul, Ok. mais on construit le produit et du coup on est 7 aujourd'hui, donc on construit le produit à 7. Et on sera amené à grossir petit à petit en fonction de la croissance de Lago. Ok. Donc pour l'instant, oui, il n'y a pas de recrutement de product designer junior en vue pour Pour le, l'instant. pour le moment, on n'en parle pas. Après, moi, ce que j'essaie de faire en parallèle, c'est toutes les 2 semaines, j'essaie de me faire des calls avec d'autres designers pour essayer de comprendre leurs Ouais. problématiques. Et à un moment où je pense que je me sentirai sous l'eau, et c'est à ce moment-là qu'il faudra réfléchir à recruter un designer. D'accord. Ok. On a Ludovic qui nous demande sur quel logiciel tu travailles. Euh, on a plein de questions. Ouais. Au niveau du tooling, c'est propre à chaque designer. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je bosse beaucoup sur Figma, qui est mon outil principal. Donc, c'est Figma pour les maquettes, pour les protos aussi, c'est Figma. Pour tout ce qui va être documentation, ça va être Notion. Communication, ça va être Slack. C'est, on va dire, la stack, on va dire, classique, un peu des startups. Je sais que d'un point de vue design, on peut avoir Figma, on peut avoir d'autres designers qui utilisent Adobe XD ou d'autres qui utilisent Sketch. Et je sais pas si les gens utilisent encore Photoshop, mais euh, ouais, c'est horrible d'utiliser Photoshop, mais ouais, voilà. Ok. J'espère que ça répond à ta question, Ludovic. On a une question de Nadia. Nadia, je suis désolée, on fait le webinaire en français. Mais du coup, ta question, c'était est-ce qu'il faut connaître un peu le gros marketing? Alors, je vais te poser la question d'une manière un peu plus générale par rapport au métier de product designer, pas que le gros marketing, mais quel niveau de connaissance il faut avoir sur les autres expertises, dont le gros marketing, du coup. Ouais. Euh, Moi, j'aurais tendance à dire quel niveau d'expertise il faut avoir sur d'autres domaines. Il faut pas être expert dans les autres domaines parce qu'en fait, on recrute des gens pour ça. Maintenant, il faut avoir des bonnes compétences en écoute et en communication. Mm. Euh, Aujourd'hui, moi, je me suis lancé dans Lago qui est très axé du coup sur le growth marketing. Avant de commencer Lago, je ne connaissais rien du tout du coup à ce domaine-là. Euh, Aujourd'hui, j'apprends petit à petit parce que je suis entouré d'experts dans ce domaine-là. Mais il y a aussi cette communication qui fait que moi, je leur fais entièrement confiance sur ce qu'ils me disent et Ok. l'inverse. Donc, c'est une question un peu de communication et de feeling avec les équipes. Moi, j'aurais tendance à faire totalement confiance aussi aux personnes qui rejoignent du coup une aventure parce que si on les recrute, c'est pour ça. C'est pour qu'elles soient expertes dans leur domaine. Ok. Donc, c'est vraiment être capable de parler le même langage que les autres personnes, quand bien même on n'a pas le Exact. niveau d'expertise
on n'est pas bilingue, on va dire. Est-ce que je peux te poser une petite question et me dire ce qui te plaît le plus dans ton métier? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui m'anime dans mon métier? Aujourd'hui, quand on décortique un peu le métier de product designer, il y a des tâches qui sont quand même assez répétitives, dans le sens où il faut essayer de collecter la problématique, il faut essayer de comprendre les besoins utilisateurs, réfléchir à des solutions, faire des wireframes, faire des maquettes, écrire des specs design. Et en fait, ça, c'est assez répétitif sur chaque sujet. Mais en fait, ce qui me plaît le plus aujourd'hui, c'est ces sujets-là, en fait, qui peuvent être divers et variés, dans le sens où tu peux apprendre énormément de choses sur un sujet qui sont totalement différentes d'un autre sujet. J'ai des exemples en tête. Quand j'étais chez Conto en 3 ans et demi, j'ai pu bosser sur énormément de fonctionnalités, notamment deux qui sont quand même qui ont été structurantes pour l'application. C'était une qui était la gestion de multi-comptes chez Conto, où la problématique était de gérer différents comptes, sous-comptes chez Conto. C'était un besoin business, un besoin utilisateur pour driver l'acquisition et la rétention. Et en fait, en creusant ce sujet-là, on s'est rendu compte de l'usage des entreprises à travers ces multi-comptes. On s'était rendu compte que les entreprises pouvaient utiliser des sous-comptes pour mettre de l'argent de côté, pour payer des taxes, pour potentiellement donner des comptes à des équipes et donc du coup manager, en fait, les laisser manager leurs finances. Et en fait, c'est toutes ces choses que tu apprends qui sont hyper intéressantes et qui vont te nourrir toi au quotidien. Ou d'autres sujets comme comment on a pu améliorer le comment dire, chez Conto, tu peux mettre les taux de TVA dans l'application en fonction des dépenses, comment on a pu améliorer en fait cette notion-là, comment on a fait en sorte que les utilisateurs utilisent plus cette fonctionnalité. Donc du coup, tu vas creuser ce sujet-là aussi. Okay. Et c'est des choses qui sont intéressantes, c'est des sujets qui sont variés. Aujourd'hui, chez Lago, c'est pareil aussi. Je passe d'un sujet totalement bancaire à un sujet totalement growth marketing. Et en gros, en tant que product designer, j'apprends énormément. J'ai beaucoup appris de patterns chez Conto que je peux réutiliser chez Lago. Donc, c'est ça qui me plaît le plus aujourd'hui. Ok, donc du coup, c'est un peu, on va dire, tu as toujours la même trame, la même construction de la méthodologie. Mais en fait, ce qui fait vraiment la différence et qui te plaît énormément, c'est à chaque feature, tu t'attaques à des problématiques différentes sur lesquelles tu as besoin de t'éduquer et d'apprendre. Et, ok, d'accord. C'était très clair. Exactement, ouais. Je te propose qu'on prenne la question de Pénélope qui dit: je suis très intéressée par le product design, mais je ne pense pas être assez créative. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Et quel est ton avis sur du coup beaucoup de personnes qui pensent pas assez créatives pour ce métier? Ouais. Pour répondre concrètement à Pénélope, moi aussi je trouve que je suis pas assez créatif, dans le sens où demain tu vas me demander de faire une landing page, un site marketing avec énormément d'animation et avec quelque chose qui sort un peu du lot. Là, j'aurais énormément de mal à faire ce travail-là. Aujourd'hui, quand on parle de product design, on va pas parler de créativité, on va parler plus de côté pragmatique et essayer de comprendre les besoins utilisateurs pour trouver la bonne solution. À moindre coût ou à un coût un peu plus élevé, mais qui va te faire une expérience, une bonne expérience. Donc, il y a une part de créativité, c'est sûr. Maintenant, comment tu fais pour bosser cette créativité? C'est ce que moi, je disais beaucoup quand je donnais des cours à éthique à mes élèves, c'était la meilleure manière, en fait, d'apprendre, c'est de copier. C'est horrible de dire ça comme ça, mais tu vas regarder Airbnb, tu refais exactement le même design que Airbnb. Tu vas regarder Dropbox, tu refais exactement le même design que Dropbox, mais tu le fais pour toi à côté. Et c'est comme ça que tu apprends les différents tips et les différents patterns. Et c'est comme ça que tu vas améliorer ton œil et devenir peut-être un peu plus créatif. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ok, c'est très clair. J'espère que Pénélope, ça répond bien à ta question. Et du coup, on avait la question d'Alexandre aussi, qui est hyper pertinente, qui est sur ce qu'on disait au début du coup de notre échange. Est-ce que toi, tu te considères comme un généraliste dans un premier temps? Et aussi, est-ce que pour être être product designer, ça te permet de satisfaire ce besoin d'avoir une vision globale des enjeux de la boîte? Donc, tu disais que le product designer, il a un impact sur pas seulement sur le design, mais sur le business, sur la stratégie de toute l'entreprise. Du coup, voilà, est-ce que tu te considères comme généraliste? C'est une bonne question. J'aurais tendance à dire que non, je me considère pas comme généraliste parce que je suis axé plus product design. Après, j'essaie d'avoir ce mindset qui est généraliste, essayer de comprendre vraiment tous les axes pour pouvoir faire
du coup les bonnes expériences. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que ton utilisateur va potentiellement rester sur ton application et l'utiliser au quotidien. Donc, j'aurais tendance à dire 50-50. C'est pas la bonne réponse. mais je suis product designer avec un mindset généraliste, mais toujours axé. J'aurais tendance à dire, je mettrais plus la user experience au-dessus que le reste parce que c'est ce qui fait qu'un utilisateur va rester sur un produit. Si ton expérience utilisateur est là et qu'elle est qualitative, normalement, je dis bien normalement entre guillemets, et ça n'engage que moi, tout le reste va suivre. Ça veut dire que si tu es satisfait, potentiellement, tu peux peut-être plus générer du revenu. Si tu es satisfait, tu peux peut-être plus référer d'autres personnes. Si tu es satisfait, tu peux peut-être plus utiliser l'application. Donc, la user experience, c'est un niveau au-dessus et je me considérais pas généraliste. Je me considérais plus du product design, mais il faut avoir ce mindset généraliste. Ok, très clair. Et on a une question aussi de Mathilde qui est très intéressante sur enfin, je vais te le dire. Je comprends que beaucoup de recherche UX research est nécessaire pour prendre une décision de design. Est-ce que c'est frustrant pour toi? Et dans le sens où, est-ce que tu as le sentiment d'avoir un résultat sur ton travail qui est palpable rapidement, ou au contraire, c'est toujours un peu étalé sur énormément de temps et du coup, tu sens pas le côté concret? Ouais. C'est une question que je me posais beaucoup avant de rejoindre Conto. Euh, et, euh, Et c'est une question qu'on a taclée au fil de l'eau aussi chez Conto. C'est oui, il faut du temps un peu, il faut de la recherche pour baquer un peu ces décisions design, puisque chaque décision a un impact. Maintenant, quand tu es product designer et que tu bosses dans une boîte, notamment Conto ou autre, ou Lago, faut se dire qu'on bosse pour une entreprise et on a un founder qui est au-dessus et il faut potentiellement aussi lui vendre les features. Il faut aussi potentiellement convaincre les développeurs. Il faut convaincre les product managers. Donc, en fait, ce travail que tu fais de recherche, il te servira pour toi pour définir, en fait, les bonnes solutions, mais aussi pour pouvoir les pitcher, en fait, aux autres et les fédérer autour de cette solution pour qu'en fait, on se dise, OK, on avance dans le bon chemin et on avance avec potentiellement les bonnes solutions. Maintenant, travailler rapidement. J'ai discuté hier avec un ami front-end qui était chez Conto. Rapide ne veut pas dire précipité. Tu peux travailler rapidement et faire les choses bien, comme tu peux te précipiter et faire les choses mal et donc du coup potentiellement pas bien travailler. Je préfère regarder cette notion de rapidité avec une qualité que la précipitation avec rien du tout. Ouais, ok. Et du coup, tu parles de souvent d'avoir besoin, enfin, du coup, de pitcher tes idées, tes features. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des métriques qui sont les plus utilisées dans le product design ou nous donner un peu des exemples de leur importance? Ouais. Les métriques du product design, moi, ce que j'aime faire, c'est pas forcément les détacher du product management, dans le sens où euh, quand tu vas bosser sur une fonctionnalité, tu vas définir du coup tes succès. Donc du coup, les succès, c'est tout à l'heure, je vous ai dit, on va creuser le sujet et on va creuser la problématique. Et comment on sait qu'on a répondu à la problématique? Ça, c'est potentiellement une KPI, c'est un succès. Euh, Maintenant, ça dépend vraiment des fonctionnalités. D'un point de vue purement design, moi, j'ai tendance à me référer aussi aux métriques PM et métriques produits, parce qu'en fait, le travail qu'on fait, il faut qu'il soit beau, hein, ça fait partie du product design, mais il faut qu'il soit usable aussi, mais il faut qu'il réponde à un besoin, et ça fait partie aussi de l'aspect un peu plus produit. Maintenant, d'un point de vue purement design et purement UI, on a certaines métriques, enfin certains éléments qu'on va regarder qui sont potentiellement l'accessibilité, euh, les performances, ces choses-là, mais elles sont pas forcément regardées au sein d'une feature. Elles sont plus regardées un peu avec un peu plus de recul au sein peut-être d'un design system. Et c'est des choses que tu tacles vraiment au début ou à un moment, à un instant T. Et normalement, t'es pas censé y retoucher tant que t'as pas de nouveaux problèmes. Ok. Tu as mentionné design system. Est-ce que tu peux rappeler aux non-initiés de quoi il s'agit? Ouais. Un design system, ça dépend de où tu te trouves dans ta boîte et à quel stade tu es. Mais en gros, pour moi, la définition que j'ai d'un design system, c'est un set de standards qui te permettent de communiquer avec différentes personnes d'un point de vue design et d'un point de vue
application, dans le sens où ça peut se matérialiser par un design system peut être matérialisé avec des composants qui peuvent être créés dans un fichier Figma et qui peuvent être créés en front. Ça peut être une documentation en plus, ça peut être des règles d'utilisation, ça peut être un moyen d'onboarding aussi pour des fronts ou pour des designers. Tout dépend du niveau de ta boîte. Aujourd'hui, nous, on a mis en place un début de design system chez Lago, même s'il y a qu'un seul designer et un front, mais parce qu'on voulait aussi faciliter cette communication entre designers et développeurs pour aller beaucoup plus vite après et pour onboarder aussi plus vite les gens après. D'accord. Donc, c'est un set de standards. Et dans ces standards, tu peux avoir des composants, de la documentation, des règles, ces choses-là. D'accord. Je vous partage un article Medium que j'ai trouvé plus tôt dans la matinée qui explique un petit peu justement, qui va plus loin dans la définition d'un design system. Et du coup, tu parlais donc par rapport aux métriques, du fait qu'ils sont très reliés finalement à celui du product management. Chez Lago, il y a un PM? Non, aujourd'hui, on n'a pas de PM et on a en fait, dans nos fondateurs, on a deux personnes qui s'occupent de la partie produit. Et c'est avec ces personnes-là aujourd'hui que je construis le produit et les autres aussi. Ça veut dire que en fait aujourd'hui Lago, on est construit comment? C'est on a un front-end, deux du coup CPO, un CTO et notre CEO, et après un back-end et un product designer. Et donc du coup on n'a pas de PM, mais on a les deux co-CPO qui bossent en tant que PM aujourd'hui pour construire le produit. D'accord, ok. Et est-ce que du coup, vu que tu as eu l'expérience chez Conto avant, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les différences entre une petite et une grosse équipe design et produit d'une manière générale? Ouais. Aujourd'hui, je suis dans une petite équipe design dans le sens où je suis tout seul. Et chez Ouais, Conto, on était dans un design studio, on était à peu près une vingtaine. Je vous fais un peu le breakdown chez Conto, dans la vingtaine de personnes au moment où j'ai quitté Conto, et ça a grossi hein, entre-temps. On avait un peu moins de 10 product designers, euh, à peu près 5 brand designers qui, eux, vont plus s'occuper de la partie visuelle de la marque et aussi que ce soit marketing, tout ce qui va être online, offline marketing, mais aussi in-app avec tout ce qui va être illustration. Et on avait des UX copywriters qui eux, leur mission était d'avoir une copie qui était du contenu qui était cohérent sur toute l'application et même en dehors de l'application. Et à côté de ça, on avait un head of design et un lead product design, enfin un lead product designer qui était dans l'équipe product design. Les différences qu'il y a que je vois du coup entre les grosses équipes et les petites équipes, bah déjà c'est le nombre. Et qui dit nombre dit aussi des alignements, des rituels et une vie d'équipe à maintenir. Je vais me focus sur la partie un peu plus product design où quand tu es tout seul et que tu fais du et que tu es designer produit, la cohérence, c'est toi qui es garant de ce terme-là et du coup de la cohérence. Et c'est toi comment dire, qui, qui doit avoir une vision globale du produit pour avoir une cohérence et pour que les composants soient bien utilisés et qu'il n'y ait pas de bifurcation dans le design system. Quand tu es dans une grosse équipe, cette responsabilité, tu la partages du coup avec d'autres personnes et tu as du coup potentiellement une personne qui est un peu lead product design qui vient chapeauter le tout et qui vient en fait faire en sorte qui va venir regarder en fait si cette cohérence est maintenue et si en fait chaque designer a cette notion de cohérence et la coach et l'entraîne pour ça et, euh, et, euh, et l'a fait monter en compétence aussi sur ça. Donc il y a vraiment deux moods totalement différents où quand tu es tout seul, bah du coup t'essayes des fois t'essayes de survivre euh, et quand t'es en équipe, il y a vraiment cette cohésion d'équipe et ce travail en collectivité. d'accord. Maintenant, il faut voir aussi dans les équipes produits la taille des équipes produits. Moi, je sais que pendant un moment chez Conto, il y a un moment où je me suis retrouvé tout seul comme designer et je crois qu'il y avait peut-être six product managers. Et c'est pour ça que je disais, il y a un moment, tu essayes de survivre parce qu'en fait, tu as énormément de product managers qui viennent te parler et qui viennent te demander du coup tes besoins. Mais toi, tu es tout seul, donc du coup, tu peux pas tout faire. Et c'est là où en fait, tu commences à créer ce sentiment un peu de confiance où tu dis, OK, je peux pas faire la recherche, moi j'ai besoin juste de ça, 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 ça. Est-ce que tu peux le faire pour moi? Et donc du coup, le PM revient avec ça et après, on peut avancer sur les features. Donc Ok.
Donc ouais, chaque typologie d'équipe a ses problématiques en fonction de la taille. Ok, là du coup tu parles vraiment en fonction de la taille de l'équipe. Est-ce que d'un côté plus macro, enfin quand on prend un peu plus de recul, il y a des grosses différences entre la petite et la grande entreprise? Euh, D'un point de vue purement product design, j'aurais tendance à dire oui, mais tout dépend un peu de la définition de la grande entreprise. Chez Conto, moi, j'ai eu cette chance et j'ai rejoint Conto quand on était à peu près 40. Et il y a toujours eu, en fait, depuis le jour numéro un, une appétence au design et une volonté d'être différenciant dans le design aussi. Et donc, du coup, j'ai pas forcément eu cette problématique de éduquer et évangéliser sur le design. Le jour où on a voulu parler de design system, j'avais pris pas mal de feedback d'autres boîtes où on m'avait dit que c'était difficile de vendre le design system parce qu'il fallait éduquer les gens, que c'était pas forcément un sujet purement design, mais c'est un sujet d'entreprise. Ce qui a été cool chez Conto, c'est que vu qu'avec cette culture design, le sujet a été pris à bras le corps par un de nos founders qui nous a vraiment challengé dessus. Et petit à petit, on a commencé à poser ces briques de design system. Donc, dans une boîte où la culture design est présente, euh, je trouve que c'est intéressant d'évoluer en tant que product designer. Et j'ai pas forcément vécu la boîte où le design n'était pas présent versus une petite boîte où tu as beaucoup plus de facilité du coup d'éduquer et d'évangéliser le design parce qu'en fait par exemple chez Lago on est 7, les communications se font beaucoup plus rapidement et il y a une certaine confiance aussi qui fait que vu qu'on est 7, bah c'est plus rapide, c'est un mood et demain si dans Lago je dis qu'il y a une problématique design et ça peut avoir un impact sur la user experience, bah du coup ça sera beaucoup plus peut-être que ça sera plus entendu que dans une grosse boîte, je sais D'accord. pas. Ok. Mais tu te sens écouté quoi. Enfin, tu sais que voilà, ta voix est entendue. Je pourrais dire que dans une petite boîte, c'est ça que j'aime bien moi aujourd'hui. Non pas que c'était l'inverse hein, chez Conto, hein, c'était le cas aussi chez Conto, mais j'ai toujours eu une appétence aux petites équipes. Ah ouais, ok. Ouais. Je vois qu'on a beaucoup de questions dans le chat par côté, enfin des questions un peu carrière. On prendra un temps, les 10 dernières minutes du webinaire pour focus sur ces questions. Donc vous inquiétez pas, vous n'êtes pas oubliés, juste je les garde pour un peu plus tard. Là j'ai une question qui concerne un peu plus. On a parlé pas mal des équipes et des membres avec lesquels tu travailles. Est-ce que tu peux nous parler un peu du workflow product designer et avec les front-end, pardon. Ouais, c'est une bonne question. Workflow, product designer et front-end, on parle beaucoup de workflow product manager et product designer et pas beaucoup de workflow product designer et ingénieur front-end. Je sais on a quelques ingénieurs front-end de Conto ici moi je trouvais que le workflow que j'avais avec eux était vraiment cool. Pourquoi en fait c'est important d'avoir un workflow entre ces deux pôles, c'est que tant bien même qu'on fasse toute la recherche et qu'on design en fait les meilleures solutions, euh, tant que c'est pas développé, bah, du coup, ça sera toujours sur notre Figma ou sur notre Adobe XD. Et donc, du coup, l'utilisateur ne le verra pas. Et le but, c'est de potentiellement, en fait, l'idéal qu'on aimerait, vers lequel on aimerait tendre, c'est je fais un design et on l'a validé avec tout le monde. Et ce qui est en prod est totalement ISO avec le design. C'est pas, j'ai déjà entendu des designers qui m'envoyaient des messages et qui me disaient ouais, j'ai fait un design, mais en fait, le développeur a respecté que 10% de mon design. Donc, du coup, en fait, pourquoi je fais du design? Euh, et en fait, ça crée de la frustration d'un point de vue du coup personnel. Ça aussi, potentiellement, tu te dis que le travail que tu as fait, ça va pas forcément répondre aux besoins parce qu'en fait, la maquette n'a pas été développée telle quelle. Et donc, du coup, c'est là où c'est important d'avoir un workflow avec les développeurs. Et moi, ce que j'ai aimé faire chez Conto, c'était les embarquer le plus tôt possible, du coup, dans cette recherche utilisateur pour qu'ils soient incentivés, en fait, qu'ils comprennent pourquoi, en fait, on fait ce travail-là. Et à côté de ça, ne pas travailler tout seul dans mon coin, mais travailler avec les fronts. Dans le sens où, quand je fais un écran, je vais directement les voir pour essayer de voir, OK, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas faisable, qu'est-ce qui marche pas, OK, les contraintes front, c'est ça. Comment on peut adapter notre écran et notre expérience sans détériorer l'expérience, mais tout en faisant en sorte que ça soit implémentable rapidement. Ça, c'est une première manière de pouvoir en fait avoir un bon workflow. Deuxième manière, c'est vraiment cette notion de design system, c'est parler le même langage entre front et designer. Ça évite énormément
de rework et ça évite énormément de problématiques au moment de l'implémentation. Si on respecte en fait ce design system, ces standards qu'on a établis au début, la delivery, donc du coup construire les features sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus rapides. Et un des derniers points que moi j'aime bien faire, c'est vraiment toute cette phase de recette, de QA, quality assurance, où qu'en fait quand le front-end a terminé du coup son travail, il nous push en fait l'expérience sur une branche et nous en fait on a juste à regarder si c'est ISO avec le design et on lui fait les retours de manière structurée pour qu'on puisse en fait tendre au maximum au côté ISO des maquettes. Ok, donc ça c'est à quelle étape? C'est vers la fin, ça, du coup? Le côté QA, c'est vraiment à la fin, ça fait partie vraiment des dernières étapes avant d'envoyer l'expérience en production. D'accord. Et du coup, pour se rendre compte un petit peu du workflow, est-ce que tu peux essayer de nous expliquer la limitation entre ton scope et celui du PM, du coup? À quel moment est-ce que c'est toi qui interviens? Ouais, ça c'est une bonne question aussi. En gros, j'avais vu en plus une étude il y a pas longtemps de Nielsen Norman Group qui parlait de l'overlap entre PM et product designer. Et il y a de l'overlap parce que le PM fait des tâches qu'un designer peut faire Overlap, aussi. chevauchement. Je précise. Ouais, Overlap, chevauchement. c'est Ouais, 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 ok. ouais. Je précise. Et donc du coup, où commence le scope du PM, où commence le scope du product designer. J'aurais tendance à dire on s'en fiche un peu, dans le Mhm. sens où on sait qu'il y a un owner sur un sujet et il va le tirer avec du coup les personnes nécessaires. Moi, ce que j'aimais faire chez Conto et ce que j'aime faire aussi chez Lago, c'est être impliqué dès le début dans la recherche, tant bien même que ce soit le PM qui est owner. La user research, on l'a fait à deux, voire à trois aussi, impliquer les développeurs l'élaboration des solutions, donc faire les wireframes, on les fait à deux avec le PM et avec les fronts. Et après, au bout d'un moment, ça se split. Ça veut dire que c'est pas le PM qui va faire les maquettes finales, c'est plus le designer. Et c'est pas le designer qui va écrire les specs, c'est plus le PM. Maintenant, dans certaines boîtes, c'est le PM qui fait tout, qui fait la recherche et les wireframes, et le designer arrive en fin de chaîne. Ça rebondit un peu à la définition que j'avais donnée du product design où un designer doit comprendre pourquoi il design des expériences. En fait, s'il arrive en fin de chaîne, le designer, il va juste exécuter, il va pas challenger et potentiellement, en fait, peut-être que les choses ne vont pas marcher, peut-être que ça prend pas en considération les bonnes contraintes aussi. Et il n'y a pas cet aspect teamwork qui fait il y a du jus de cerveau et on réfléchit Mhm. ensemble aux meilleures solutions. Donc, il n'y a pas forcément aujourd'hui, chez Conto et même un peu chez Lago, toute la partie discovery, toute la partie recherche, le PM est honneur du sujet. C'est vraiment lui qui est garant. C'est lui qui doit faire en sorte que ça avance. Et si jamais on doit poser des questions à quelqu'un, le PM doit savoir en fait répondre à ces questions. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est honneur qu'il doit le faire tout seul. Il est honneur, mais il doit embarquer le product designer. Et à l'inverse, quand le designer est honneur d'un sujet, il ne faut pas qu'il le fasse tout seul, il faut qu'il embarque les autres personnes aussi. Ok. Et ça, c'est une question un peu. Ça dépend beaucoup des structures. Mais est-ce que tu as une notion de management entre ces personnes? C'est-à-dire un qui est, on va dire, supérieur C'est-à-dire. hiérarchique, c'est-à-dire un supérieur hiérarchique, on va dire. Je le dis avec ces mots, même si c'est pas. Ouais. Aujourd'hui, la vision que j'avais eue chez Conto, c'était que en fait un PM est au même niveau qu'un product designer, est au même niveau qu'un front-end engineer, qu'un back-end engineer. C'est juste que le PM est l'élément central pour faire communiquer tous ces différents domaines. Mais ça veut pas dire qu'il est. C'est pas parce qu'il y a marqué manager dans son Ouais. dans son intitulé que c'est une personne qui. C'est pas le N+1 du product designer. Après, tout dépend des structures de boîte et des hiérarchies. Si la Mm. hiérarchie dit que le PM est le N+1, c'est ça a été fait. Bah, du coup, c'est annoncé comme ça et c'est le jeu. Mais aujourd'hui, la vision que j'ai, si demain je suis amené à monter une équipe, c'est que le PM et le product designer sont au même niveau. Et si jamais on doit avoir des couches hiérarchiques, c'est qu'il y aura un lead PM et il y aura un lead product designer et il y aura un head of design et un head of product mais que les deux communiquent ensemble, quoi.
Ok. Oui, je te pose cette question parce qu'on entend souvent le product manager manage les techs. Ça, c'est le truc qu'on entend le plus, je trouve. Et du coup, c'est important, je trouve, de rappeler qu'il y a le mot manager, mais c'est un abus de langage de penser qu'il manage. Que ce qu'il manage, c'est le produit uniquement. Et voilà, exactement comme tu l'as dit. On a une petite question d'Hélène sur notre point précédent. Comment tu fais la QA et est-ce que tu as un template précis? Ouais, c'est une bonne question. Comment je fais la QA? Ça dépend vraiment des fonctionnalités, mais ce que j'ai eu l'habitude de faire, c'était que avant même de commencer la production de maquettes sur Figma, se lister avec le PM tous les cases qu'on doit avoir et toutes les différences sur ces cases-là. Imaginons que tu as différents plans et que tu as des plans, des forfaits qui te donnent accès à telle fonctionnalité ou pas. Si tu es sur différentes langues et qu'il y a des spécificités en fonction des langues, tout ça, tu le listes en amont. Et nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des tableaux Excel avec juste des cases à cocher. Et en fait, ça te permet déjà d'avoir une overview de tous les écrans qu'il faut que tu designes. Donc c'est comme ça qu'on fait notre QA. Après donc ça c'est notre plan de QA. Et après sur la QA même, bah du coup normalement on passe une branche. Enfin normalement si les choses sont faites telles quelles, on t'envoie un lien pour que tu puisses te balader dans l'application. Et en fait vu que tu as déjà ton tableau, bah tu fais flow par flow et tu regardes ce qui marche pas. Et en fonction de la ligne, enfin en fonction du flow, bah du coup, si tu as des retours, bah tu te les notes dans une page Notion et après tu envoies tout à tes devs ou à ton PM. Ok, hyper clair. J'espère que ça a bien répondu à ta question, Hélène. On a Aline qui demande comment est-ce que tu intègres les contraintes budgétaires dans les prises de décision UX. Ouais. Comment on intègre les contraintes budgétaires? En gros, aujourd'hui, et c'est un sujet qui est d'actualité pour nous parce que aujourd'hui chez Lago, on veut construire notre produit assez rapidement et donc du coup rapidement ça veut dire que on veut limiter le temps et le temps c'est de l'argent, donc pas trop investir non plus dans ce produit-là. Ce qu'on se fait, c'est ce qu'on se dit, c'est on se définit en fait une time frame, un temps donné pour faire une feature, et après on part vraiment du besoin utilisateur et quel est l'objectif final, donc du coup le succès. Et en fonction de ce succès-là, on regarde les différentes solutions qu'on a proposées et après on va pricer. C'est ce que j'ai fait ce matin en plus avec une front. On va pricer du coup les différentes solutions pour répondre aux besoins et on va essayer de voir en fait quel est le pricing le plus cher et est-ce que ça rentre du coup dans cette time frame qu'on avait défini. Maintenant, on va avoir le pricing front. À côté de ça, il faut regarder aussi la cohérence qu'on rajoute dans l'expérience globale. Ça veut dire que si on prend une solution qui coûte pas cher, rapidement implémentable, mais par contre à côté, elle est totalement pas du tout ISO avec le design system et on vient créer en fait un élément qui est totalement différent. Là, on va se poser la question de est-ce que ça vaut le coup de faire ça comme ça ou est-ce qu'on veut pas du coup euh, prendre un peu plus de temps pour que ce soit ISO avec le design system pour que à la fin toute notre expérience soit cohérente. Ok, très clair. J'espère que ça répond bien à ta question, Aline. Moi, j'ai une question par rapport au challenge, du coup, de pas tomber un peu dans des écueils, de pas toujours se reposer sur les choses qu'on sait déjà. Parce que chez Maestro, nous, on sait que, enfin, on pense que vraiment pour rester performant dans son métier, il faut toujours apprendre, il faut toujours continuellement aller chercher des nouvelles ressources. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu toi ton état d'esprit pour rester à la page et pour constamment challenger tes acquis? Ouais. Euh, Si tu veux, je peux te partager des problématiques que moi j'avais eues en tant que designer et les pièges dans lesquels il faut pas forcément tomber. Ah, carrément. Euh, j'en ai peut-être trois. Le premier, c'est ne jamais tomber amoureux de sa première solution. Ok. Parce qu'en fait, on reste un peu biaisé par OK, c'est ma solution et j'ai envie de l'implémenter comme ça. Mais c'est le point de vue d'une personne et tant qu'elle n'est pas challengée, en fait, on ne sait pas si ça vaut le coup. Le deuxième point, bah, du coup, c'est ne pas faire challenger ses solutions et avancer tout seul. J'ai un exemple concret sur ça. Je sais pas si Alex est toujours là dans le chat, dans Alexandre Monjol, mais c'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais chez Conto où il y a un jour où on devait refaire un peu notre bibliothèque d'input. Donc du coup, les text fields, c'est les textes, enfin c'est les inputs dans lesquels tu rentres du texte chez Conto.
Et je me rappelle que j'avais créé des inputs, mais je peux dire du futur. C'est des trucs trop bien pensés, avec des logiques et tout. Et je me suis dit, mais c'est trop bien et tout. Et j'ai bossé pendant peut-être 3-4 jours dessus, et tout seul, sans le partager du coup au front. Et le jour où je suis allé voir les fronts, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais ça, c'est impossible à faire parce que ça va nous prendre énormément de temps. Euh, Regarde cette bibliothèque-là, nous, on peut le construire comme ça. Et en fait, j'ai regardé la bibliothèque et je me suis rendu compte que ça répondait parfaitement à mes besoins. C'est juste que j'avais perdu 4 jours, en fait, à faire des inputs qui servaient à rien du tout, quoi. Et en fait, 4 jours dans la vie d'une startup, c'est quand même beaucoup parce qu'en fait, ça veut dire que c'est 4 jours où j'ai été payé et j'ai fait des inputs qui n'ont jamais vu le jour. Et du coup, ton key Donc, learning là, de celui-là? mon key learning, c'est en fait le plus tôt possible communiquer avec du coup les autres équipes pour voir la faisabilité des choses et voir si on part pas vraiment out of the box et qu'on n'est pas hors sujet. Ok. Ça, c'est mon deuxième key learning. Euh, et, le, et le deuxième et le troisième, c'est ne pas prendre les feedbacks en considération. En fait, on n'attend pas nécessairement qu'un product designer soit à l'initiative des idées. Ce qu'on attend d'un designer, c'est il faut qu'il soit capable d'identifier ses idées et de les approfondir et de les matérialiser en maquette et en prototype. C'est pas grave si les idées ne viennent pas du product designer, ça on s'en fiche. Par contre, le product designer doit réussir à tirer ses idées jusqu'au bout pour faire une bonne expérience. Moi, je me rappelle que chez Conto, au tout début de Conto, on bossait directement avec avec un des founders qui s'appelle Steve. Et on faisait des points tous les soirs à 18h sur l'avancée des designs. Et un soir, il m'avait fait des feedbacks et j'avais directement discard ces feedbacks d'entrée en me disant non, ça marchera pas. Le lendemain, il vient me voir et du coup, il voulait voir ses feedbacks et en fait, je les avais pas implémentés. À ce moment-là, je me suis dit bon, je passe un peu pour un con aussi parce que du coup, j'ai montré que je prenais pas en considération ces feedbacks. Et en fait, en les faisant, je me suis rendu compte qu'il y avait potentiellement une nouvelle solution qui venait potentiellement de ces feedbacks-là. Et on avait réussi à trouver des solutions parce que je suis passé par ce chemin-là. Et donc du coup, chaque feedback est intéressant à prendre et intéressant à creuser, j'aurais tendance à dire. Donc c'est vraiment les trois pièges dans lesquels, ou trois conseils, je sais pas, dans lesquels je pense qu'il faut un peu s'attarder en tant que même junior, mid ou même senior, hein, parce que ça change, ça sera toujours le cas. Euh, Après, comment tu fais pour après, je rappelle pas trop de la question initiale. C'était comment est-ce que tu fais pour rester à la page et Ouais. toujours challenger tes acquis, continuer d'apprendre sur le product design et pas toujours utiliser la même méthode sans Ouais. forcément remettre en question, tu vois. Ouais, il y a ces trois points-là et après d'un point de vue purement personnel, product design et ça je vous l'avais dit dans le un peu avant, c'est comment rester à la page, c'est copier, 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 Mm. copier. Pas forcément dans le produit que vous créez, mais peut-être en dehors. C'est potentiellement Airbnb qui ont sorti une nouvelle feature qui est je sais plus une feature qui est plus ou moins moi je trouve qu'elle est vraiment cool. I'm flexible et en gros copier ce design là vous le faites en side project. C'est juste pour comprendre comment ils ont construit les choses, les patterns et ça va aiguiser votre œil et ça va vous permettre en fait de rester plus ou moins à la page. Ok. Et j'ai une autre question et qui est aussi une question que Hélène a posée dans le chat. Tu disais un peu plus tôt que voilà que toi du coup vu qu'il n'y avait pas d'autres product designers chez Lago par exemple, tu t'allais contacter des confrères dans d'autres entreprises pour avoir ces moments d'échange. Est-ce que tu as déjà un conseil comment contacter ces personnes, comment les trouver si c'est pas forcément déjà dans ton réseau? Et voilà, bon, ça c'était la question du coup d'Hélène. Ouais. Je sais qu'aujourd'hui, il y a pas mal de Slack, de designers. Tu as French Club Designer, je crois. T'as LinkedIn. Hein. LinkedIn, tu peux aller contacter les gens directement sur LinkedIn et poser directement des questions au message. Je sais que moi, je prends toujours le temps de répondre aux gens sur LinkedIn. Donc, comment les contacter? T'as ça. Tu vas regarder de boîte en boîte et tu vas regarder les designers et tu les spots sur LinkedIn. Tu leur envoies un message. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Hein. Là pour le moment, j'ai discuté avec peut-être 5 designers avec qui j'avais jamais parlé avant, et c'était pour comprendre un peu leurs besoins, comment ils font tout seuls, à quel moment, s'ils sont plus tout seuls, à quel moment ils ont décidé de recruter. Et ça s'est passé toujours par LinkedIn. Je leur envoie un message, ou sinon sur le Slack des designers. Ouais. French Ok. Designer Club, je crois. Ok.
Ok, trop. J'espère que ça a répondu à la dernière question. Est-ce que, alors du coup là, je vous propose qu'on passe sur un focus un peu plus carrière. Vous avez posé plein de questions à ce sujet pendant la conversation, et du coup, je te propose qu'on prenne la prompt qui était: est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour du freelance en product design? J'aurais tendance à dire oui. Oui. Pourquoi je dis oui? C'est en quittant Conto, honnêtement, j'ai pas eu de mal à trouver des clients en product design. Maintenant, la réponse est oui, comme elle peut être non, dans le sens où il faut il faut montrer aussi un peu ce que tu sais faire, et ça passe potentiellement par des portfolios, Mm. ça passe potentiellement par une présence sur les réseaux de designers, notamment Dribble ou Behance. Euh, donc oui, tu peux avoir des clients si derrière t'as du backup, quoi. Tu peux montrer des choses. Maintenant, c'est comme tout, tu peux ne pas avoir de clients si tu montres rien. Donc Ok. un client a besoin de se sentir rassuré par rapport au travail que tu fais. Et donc, du coup, tu as besoin de montrer ce travail-là pour le rassurer. Et par rapport aux plateformes sur lesquelles tu postais, est-ce que tu avais un profil sur une plateforme, ou comment tu rentres en contact? Ouais. Pendant un moment, j'avais un profil sur Malte j'ai réussi à avoir qu'une seule mission sur Ok. Malte. Après, ta présence sur Internet d'un point de vue design, tu peux te créer un compte sur Dribble. Moi, je sais que moi j'ai un compte sur Dribble et on a réussi à on a réussi à monter un peu la popularité de Conto sur Dribble aussi. Et ça fait beaucoup de bruit, plus ou moins dans l'écosystème design. On a eu pas mal de retours de designers qui ont postulé grâce au Dribble en fait. Ils se sont dit vous avez une belle image sur Dribble. Après, tu peux te faire des case studies sur Behance, ou tu peux juste avoir un PDF à envoyer aux gens, Ouais. ou, euh, ou te faire. Aujourd'hui, tu as énormément d'outils, hein, Webflow, Simplis. Tu as pas mal d'outils pour te créer ton propre site internet. Donc, Ok. Et on avait une question d'Olivier aussi, toujours sur être freelance product designer. Est-ce que tu as enfin, quel est ton avis sur ce titre pour ton métier, ce statut? moi, j'ai un avis très tranché parce que j'ai quitté le freelance au bout de un mois et demi. Ouais. Mais en fait, c'est propre à moi. Enfin, ça n'engage que moi, et c'est un avis totalement personnel. C'est pour moi le freelance, ça me correspond pas parce que j'aime bien choisir avec qui je veux bosser et pas être forcément après la course à faut que je sois payé, Mm. faut que je fasse enfin de la paperasse, faut que je relance les clients pour être payé. C'est des Ouais. choses qui me correspondent pas à moi. C'est pour ça que j'ai décidé rapidement de jumper de freelance à CDI avec un client qui était freelance au début parce que je sentais qu'il y avait une bonne alchimie. Euh, mais après, il y a des freelance product designers qui marchent très bien, hein. Il y a des collectifs de freelance, notamment Moza, qui sont des collectifs même de produits que tu peux intégrer, et en fait, tu vas bosser avec d'autres product designers, d'autres product managers sur des problématiques de diverses entreprises. Tu as des boîtes comme Anagram qui font du product design et du brand design. Donc du coup, tu as pas mal de collectifs qui se créent aussi, et ça montre aussi que ça marche aussi le freelance Mm. pour du product design. Est-ce que t'as un conseil pour quelqu'un là qui serait en train de chercher un job de product design, du coup freelance ou CDI? Est-ce que tu as un conseil à donner à ces personnes? Soignez votre présence, on va dire. Mettez à jour vraiment tous vos réseaux, LinkedIn, etc. Postulez avec de la matière et du contenu. Euh, Dans le sens où postuler avec des écrans finis, c'est bien pour montrer que vous savez faire des choses qui sont appealing, qui sont belles. Maintenant, c'est bien de postuler aussi avec des case studies où vous montrez vraiment comment vous réfléchissez. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on va regarder en priorité, c'est comment vous réfléchissez, parce que comment construire des choses belles, ça s'apprend. Comment vous Mm. réfléchissez aussi, mais ça fait plus partie un peu des workflows et de la méthodo. Donc, les gens vont plus chercher ça que, euh, que délivrer de la belle UI. Euh, Maintenant, je sais que chez Conto, on voulait des gens qui réfléchissaient bien et qui délivraient aussi de la belle UI. Donc, tout dépend aussi des niveaux enfin, tout dépend des boîtes que vous voulez viser. Fixez-vous des objectifs et en fonction de ces objectifs, définissez-vous un plan d'action.
Je vous partage dans le chat une session qu'on s'est fait de career coaching sur, c'était focus sur le product management, mais en fait, on a abordé CV, LinkedIn, études de cas, et c'est pas mal de tips, de conseils qui sont totalement, enfin, qui peuvent fonctionner aussi quand vous cherchez un job de product designer. Et du coup, ma prochaine question, ça serait, est-ce que tu as un tips par rapport au CV? Est-ce que tu as un avis par rapport est-ce qu'il y a des typologies à respecter sur un CV de product designer? Ouais, je vais être catégorique aussi dessus. Mais le CV, pour moi, c'est un document qui permet de partager des informations. Donc tous ces CV où vous faites vous mettez beaucoup de couleurs, vous mettez des patterns, enfin, essayez d'être un peu original. Moi, je regarde pas ces CV-là parce que ça me fait mal aux yeux. En fait, il faut pas que la mise en page et l'aspect artistique soient au détriment de la lisibilité. Il y a des CV qui sont très carrés, on va straight to the point et qui marchent très bien. Je peux vous en partager en lien si vous voulez. Euh, il y en a un qui a été fait par du coup un ancien, enfin un actuel, un actuel designer de chez Conto où en gros c'est un template de CV. Et en fait, quand vous regardez, c'est fond blanc, photo, des typos qui sont bien clairs et des espacements entre chaque élément pour que la lisibilité soit vraiment bien respectée. Un CV, c'est pas une œuvre d'art, c'est juste un document pour partager ses expériences. Donc, évitez de faire vraiment des choses mises en page hyper détaillées avec des icônes partout et comment on appelle ça, des barres de progression, parce que ça veut rien dire des barres de progression. Mm. Je maîtrise, je sais pas, HTML5 à 90%, ça veut rien dire du tout. Ok, donc épuré et Autant clair. dire, ouais, ouais, et puis bah, épuré, clair et straight to the point, quoi. Ça va directement à l'essentiel. Ok. Et du coup, on approche de 13h. Il y aurait une dernière question et elle rejoint la question de Mathilde. Est-ce que tu peux nous parler, toi, un petit peu quand tu recrutes un product designer, donc chez Conto, il me semble que ça t'est arrivé. Où est-ce qu'on peut retrouver les offres? Quel job plateforme tu recommandes? Ouais. Et puis aussi un peu la hard skills ou la soft skills ou les hard et soft skills que tu attends en premier lieu chez un candidat. Ouais. Euh, Je me rappelle avant chez Conto, la manière dont ça se passait chez Conto, c'est qu'on avait des recruteurs, donc des talent acquisition managers qui s'occupaient vraiment de sourcer Le profil. les designers, les profils. Euh, on leur avait donné du coup des réseaux sur lesquels aller chercher du Dribble, du Behance, c'est du LinkedIn aussi. Euh, En gros, aujourd'hui, avoir une présence et montrer un peu son portfolio, c'est très important pour postuler dans une boîte, parce que ça rassure. Encore une fois, c'est comme le freelance, ça rassure de voir qu'on a déjà fait des choses et comment on réfléchit. Après, au niveau des recrutements, ce que moi, ce que j'attendais, et je pense que c'est ce que aujourd'hui chez Conto, on attend ça aussi toujours. Et moi, c'est ce que je chercherai aussi chez Lago, c'est pour moi, l'élément le plus important, c'est la curiosité, dans le sens où je vais pas chercher à savoir si un designer est bon en UI ou en UX. Je vais chercher à savoir si un designer est hyper curieux. Par définition, s'il est curieux, c'est qu'il sera bon en UI après et qu'il sera bon en UX. Parce que cette curiosité va lui permettre d'apprendre les choses et, euh, et donc du coup, c'est quelque chose qui est mandatory pour moi. C'est être curieux. Euh, Savoir voir un peu s'il a une appétence sur le produit et sur du design, s'il connaît aussi, s'il a une bonne knowledge base, enfin un bon savoir sur ce qui est le design, le produit. Donc voilà les deux choses que je vais regarder. Ok. Et est-ce que dans le processus, moi je trouve que c'est intéressant de savoir aussi dans le processus de recrutement, est-ce qu'il y a des erreurs fréquentes que tu vois souvent? Comme ça permettrait aux personnes qui nous écoutent de pas les faire. Ouais, ouais. Il y a ouais, il y a pas mal de fois dans des entretiens où, à savoir en design, on a fait passer énormément d'entretiens et on a eu du mal à recruter au tout début. Là maintenant, ça va beaucoup mieux, mais c'est parce qu'aussi on a réussi à trouver aussi les bonnes personnes. Mais dans les recrutements, dans les entretiens qu'on a fait passer et ça s'est mal passé, les erreurs que j'ai pu voir, c'était des fois les designers allaient directement à la solution et c'est bien de montrer des solutions, mais en fait ce que nous on veut, enfin ce que moi je recherchais et même d'autres recherchaient, c'était le cheminement jusqu'à la solution. On s'en fiche si la solution est bonne ou mauvaise.
Ce qu'on va regarder, c'est le cheminement, comment tu as pensé pour arriver jusqu'à cette solution. Parce qu'en fait, demain, tu nous rejoins chez Lago. En équipe, on va trouver les bonnes solutions. Par contre, on aura besoin de toi pour nous guider vers la bonne solution et que tu nous montres aussi ton cheminement. C'est ça qu'on va chercher. Et c'est ça que des fois, sur certains cases, on n'a pas forcément vu. C'est vraiment, on donne le case, on donne l'exercice avec du coup l'énoncé. Et les personnes nous envoient juste les solutions. Et en fait, là, on se rend compte ça va être dur de creuser parce que du coup, on n'a pas vu tout ce qui s'est passé en amont. Et C'est du vraiment coup, le piège dans lequel beaucoup de designers tombent et piège à éviter. ok. Et j'allais dire, du coup, c'est-à-dire que par exemple, si on propose une solution qui est pas forcément ultra pertinente, si derrière il y a une méthode, une réflexion qui est vraiment concrète et qui vous parle, ça veut pas dire que c'est raté, quoi. Exactement. Faut pas se dire que si ma solution n'est pas bonne, je veux pas être pris. Euh, Mm. la petite anecdote, moi j'ai raté mon premier entretien chez Conto. J'ai passé mon entretien chez Conto en 2017 et pendant l'entretien, Steve, qui est un des co-founders, vient me voir et il me regarde et il me dit Mike, t'as raté ton entretien. Je regarde, j'ai dit oui, je sais. Et il me dit ok, c'est pas grave. Est-ce que tu peux le terminer dans 2 jours? J'ai dit ok, go. Je l'ai terminé en 2 jours et il m'a dit ok, tu m'as montré ton cheminement, let's go. Et en fait, faut juste se dire que montrer une solution qui n'est pas bonne, c'est pas grave. C'est ce qu'il faut montrer, c'est la manière de réfléchir. Et on a Mathilde qui nous demande par rapport au use case qu'on peut avoir en entretien, est-ce que par hasard tu auras un template? Moi, j'en ai pas sous la main, mais je pense que ça peut se trouver. Je pense que tu peux trouver ça. Il y a énormément de. J'ai pas de template pour ça. Après, t'as énormément de ressources sur Internet qui te montrent un peu les méthodes de research, les doubles diamants, tous ces trucs-là. T'as alors, je sais pas si je peux en parler parce que peut-être que c'est un concurrent pour vous, mais Oui. The Design Crew qui aussi ont écrit pas mal d'articles sur du design et il y a des ressources qui sont intéressantes en termes de méthodos. Donc, je t'invite à regarder ça. Et en parlant de ressources, tu t'avais mis énormément de ressources à partager que je vous envoie tout de suite parce que on a un peu dépassé l'horaire. Du coup, si tu veux peut-être expliquer les 4 ressources que t'avais partagées, notamment le petit jeu. Ouais, Je les ai mis dans le chat. Si tu veux nous dire un peu rapidement à chaque fois quoi ça correspond. ouais. J'avais découvert ce jeu il y a un moment et j'y ai rejoué hier et j'ai passé peut-être une demi-heure dessus. C'est un jeu qui te montre 2 écrans et il faut que tu saches quel écran est bon par rapport à l'autre. Ça permet aussi de déguiser un peu cet œil et je trouve ça cool. Moi, j'étais en PLS un peu hier. Après, j'écoute pas mal. J'essaie de lire des bouquins, mais c'est pas pour moi. J'achète plus des bouquins pour la déco que pour les lire. Mais j'écoute pas mal de podcasts où je regarde pas mal de vidéos. Les 2 podcasts que moi je vous conseille en design, c'est et même d'un point de vue produit, t'as la French Touch qui recense pas mal de personnes hyper intéressantes et inspirantes sur le produit. Et t'as Designer de journée. Je discutais avec Gauthier qui est le founder, enfin qui a créé ce podcast il y a pas longtemps. Et t'as de beaux insights dans ce podcast-là, notamment bah du coup, je vais faire un peu la pub, mais de Julien Elion, qui était mon ancien lead, qui était hyper intéressant. Euh, et, euh, et après, j'avais une dernière ressource qui est un cours sur Masterclass. C'est Chris Voss, je crois, qui était ancien directeur du FBI ou CIA, qui t'explique en fait comment négocier. En fait, il t'explique des tips pour négocier. Aujourd'hui, il fait de la négociation en entreprise, mais à une certaine époque, il faisait de la négociation dans gestion de kidnapping. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'il te donne des tips que toi, tu peux utiliser en user research, en user interview. Donc, Si tu as besoin de kidnapper ton utilisateur pour qu'il te dise vraiment non, comment il l'expérience. c'est pas le but. C'est pas le but, mais c'est comment, du coup, tu relances une discussion ou comment tu fais en sorte que la personne parle en face de toi sans que toi, tu dises le minimum de choses possibles. Et c'est pas mal de tips comme ça que je trouvais hyper intéressantes et je voulais le partager. Ok, trop cool. Moi, je vous ai rajouté la Product Toolbox aussi. C'est une boîte à outils avec énormément de méthodos qui sont tirés directement de la formation Product Management qu'on fait chez Maestro. Donc, ça peut être intéressant pour vous d'y jeter un œil. Il y en a pas mal qui rejoignent beaucoup le product design. On va
Allez, je vous envoie aussi du coup nos prochains événements produits si vous voulez aller jeter un coup d'œil du coup au prochain rendez-vous qu'on organise avec Maestro. Du coup, ce webinaire va toucher à sa fin. Est-ce que vous pourriez nous mettre une petite note de 1 à 5 sur ce webinaire? Est-ce que vous avez trouvé les réponses que vous cherchiez? Est-ce que c'était clair? Est-ce que en fait vous repartez avec beaucoup plus de questions que quand vous êtes arrivé, ce qui peut être aussi une bonne chose. Du coup, voilà, je vous laisse mettre des petits commentaires dans le chat. Et top 4, super. Merci Jean-Philippe. Merci Nadia. Trop cool. Bon, en tout cas, moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça hyper intéressant et franchement, j'ai appris plein de choses. On a eu beaucoup de questions, donc c'était très varié. On n'a pas fait exactement tout ce qu'on avait prévu de discuter, mais bon, tant mieux. Je trouve que c'est ça la richesse de ces échanges. Trop cool. Merci beaucoup. Merci à tout le monde Génial. et surtout mon LinkedIn est ouvert, donc si vous voulez m'envoyer des messages, n'hésitez pas. Je prendrai le temps de vous répondre. Super. Top. Oui, je vous ai envoyé LinkedIn un peu plus haut. Super, on a plein de commentaires positifs, donc très cool. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une très bonne après-midi et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.